Bienvenue, Xinyan Kuai-le, bonne année en chinois avec mon terrible accent, pardon pour les sinophones et les sinophiles. Vous êtes très nombreux ce soir puisque chaque année pour cette conférence, nous battons en général notre record d'inscrits et nous en sommes très heureux de célébrer avec beaucoup de monde ce nouvel an chinois. Ce soir, c'est Isabelle Sangel qui va nous essayer de nous éclairer sur ce que va être cette fameuse année du serpent de bois. Et donc, je vais lui laisser la parole, sans oublier de vous dire que vous pouvez regarder, vous avez un petit symbole avec des questions en haut à droite de votre écran pour pouvoir poser vos questions à laquelle nous répondrons avec Isabelle à la fin. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je me présente juste. Je suis Isabelle Sangel, architecte d'intérieur holistique. Je suis experte en feng shui traditionnel et en Batze. Avant toute chose, je voudrais remercier les Maisons du Voyage de me convier à nouveau cette année pour cette conférence. Alors, moi, mon objectif ce soir, c'est de vous donner des clés pour mettre en perspective ce qui va nous arriver cette année, pour comprendre les situations à laquelle nous serons confrontés, que nous allons rencontrer, que ce soit à titre individuel ou collectif. Alors, le 1er janvier, donc c'est notre nouvel an à nous, occidentaux, ça ne correspond pas vraiment à une idée de renouveau sur un plan énergétique. 1er janvier, on est en plein milieu de l'hiver, il n'y a pas grand-chose qui bouge ni qui change. Et ce renouveau, en fait, il arrive plus tard et il arrive en réalité maintenant. C'est pour ça que dans la pensée chinoise et dans tout un tas de traditions, on fait le changement d'année énergétique maintenant, en fait. Alors, ce changement d'année, il se déroule en 2 temps et ça, c'est à peu près la même chose tous les ans. On a un premier moment de bascule qui correspond à un changement d'année lunaire. Donc, cette année, c'est le 29 janvier. Alors, c'est tous les ans entre le 20 janvier et le 19 février. Et en fait, c'est ce qui correspond aux festivités populaires. C'est les temps de congés, de déplacements, de vacances et puis de festivités familiales. Le second point de bascule, c'est l'année solaire. Alors, c'est tous les ans, c'est beaucoup plus stable dans le temps. C'est tous les ans entre le 4 février, parfois le 3 au soir ou l'après-midi, comme ce sera cette année, ou le 5 matin. Donc, ça se fait sur une base de calculs astronomiques qui sont plus complexes, ce qui fait que c'est plutôt les érudits en fait, qui considèrent cette date-là. Donc, on peut considérer, c'est vraiment 2 points de bascule, ce qui fait qu'on peut considérer que la bascule, elle est complète quand on a passé les 2 dates. Alors, cette année, c'est assez ramassé, puisqu'il y a 4 jours d'intervalle entre les 2. Donc, ça va accélérer encore cet effet de contraste dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Alors, je voudrais peut-être faire un rappel d'abord sur ce qu'on avait dit l'année passée, sur ce changement qu'on a eu le 4 février 2024. Alors moi, je parle toujours sur les dates solaires. Donc, on avait une double transition. Cette date-là, on a eu la transition avec l'arrivée donc de notre année du dragon de bois Yang, cette même année du dragon qu'on est en train de quitter. Et en même temps, on avait une transition qui était beaucoup plus lourde, entre guillemets, qui, elle, est liée au Feng Shui. On quittait 20 années de période terre pour rentrer dans 20 années de période feu. Mais ce qu'on s'était dit, c'est que le dragon, c'est beaucoup de terre, en fait, et on va revenir là-dessus. Donc, c'était un petit peu comme si l'année 2024, elle jouait un peu les prolongations et elle permettait à cette énergie du feu de s'installer progressivement, un petit peu en douce, à couvert. Donc, vous avez peut-être eu la sensation que 2024 était une année qui restait encore un peu lourde, avec de l'inertie, de l'attentisme. Donc, bon, évidemment, ça correspond à une situation politique chez nous, mais pas uniquement. Mais en tout cas, l'énergie du feu, elle s'est quand même installée pendant ce temps-là.
Donc, ce qui nous attend finalement dans les semaines qui viennent, hein, donc à partir de ces jours-ci, en réalité, c'est vraiment la pleine installation de cette énergie du feu, avec donc le 2025, hein, l'année du serpent, hein, qui correspond à une énergie feu puissante. Je vais y revenir. 2026, le cheval, hein, de feu, et puis donc la chèvre qui sera en 2027. Donc là, on a vraiment un contraste marqué, hein, qui va s'installer. Alors, qu'est-ce qui va changer et comment en tirer le meilleur parti? Donc, c'est ce qu'on va voir cette soirée, dans cette conférence. Alors, je fais juste un petit rappel sur le temps dans la tradition énergétique chinoise. En fait, ce qui justifie qu'on se pose la question de qu'est-ce qui va se passer cette année du serpent. Alors, c'est vraiment une petite mise en contexte rapide, hein. Donc, cette pensée chinoise, en fait, ce qui nous arrive va dépendre de l'alignement entre trois forces. Donc, on parle de l'humain entre le ciel et la terre, hein. Donc, ça, on a des textes classiques qui parlent de ça très bien. Ce qui est prédominant, en fait, c'est le ciel, c'est ce qui est le plus agissant. Alors, quand on parle du ciel, c'est à la fois... en fait, il y a une notion de temporalité. Donc, c'est à la fois le moment dans lequel nous naissons, qui donne notre trame énergétique avec une idée de destinée, de temporalité. On parle du mandat céleste, hein, et ça, c'est ce qu'on décrit avec cet outil qu'on appelle les Bazi, 4 piliers de la destinée, ce qui est en fait ce que je suis en train d'utiliser pour vous présenter le serpent, en fait. Donc ça, c'est ce qui est le plus déterminant. Ensuite vient l'énergie de la Terre. Alors, l'énergie de la Terre, c'est ce qu'on voit avec le Feng Shui, hein, c'est l'influence du lieu. Et enfin, donc l'humain, l'humain, c'est notre libre arbitre, hein, nos actions, nos postures, nos décisions. Et le rôle de l'humain, c'est d'aligner, en fait, de faire le lien, de composer entre ces deux forces prédominantes, hein, que sont le ciel et la terre. Donc en fonction de la marge de liberté qui nous est laissée, en fait. Alors, toutes ces forces sont cycliques. Alors, la Terre, on a des cycles de 280 années. Le ciel, on est sur, donc avec les Bazi, on a un cycle qui fait 60 ans. Ce qui fait qu'on va faire quelques références sur qu'est-ce qui s'est passé il y a 60 ans, c'est-à-dire en 1965, et on verra que c'est assez intéressant. Donc, alors pour comprendre ce que nous allons, ce que contient cette transition, on va aussi revenir sur ce que nous quittons. Alors, on quitte, je l'ai dit, le dragon de bois Yang et nous arrivons dans le serpent de bois Yin. Alors, quelles sont les différences? Le dragon, on l'a dit, c'était une terre compacte, potentiellement fertile, j'insiste sur le potentiellement, et qui était en lien avec un certain immobilisme, de l'inertie. Mais même s'il y avait une inertie en surface ou en apparence, ça se transformait dans les profondeurs. Alors, on ne le voit pas forcément tout de suite du premier coup. Et puis, il y avait aussi quelque chose qui avait à voir avec les non-dits, des secrets, des peurs inconscientes, hein, tout ça qui montait des profondeurs. Le serpent, lui, c'est complètement différent. On est plutôt sur un feu dynamique, assez imprévisible. Le feu, il est en lien avec la clarté, la lucidité, la clairvoyance, la notion de vision, au sens voir loin, hein, je ne parle pas simplement des yeux, une notion de joie, de la séduction, et puis une notion de vigilance, hein, sur lequel c'est vraiment un mot que je vais beaucoup employer aujourd'hui. Alors, si on regarde un petit peu les éléments qui étaient présents et surtout absents dans le dragon, eh bien, ce qui nous manquait, c'était l'absence de feu. L'absence de feu, c'est l'absence de vision, hein, c'est-à-dire que ce qui nous a un petit peu manqué cette année, c'est finalement ce qu'on va trouver cette année, hein, c'est le fait de savoir dans quel sens aller. Donc, on a manqué un petit peu de leadership, hein, et de vision d'avenir. Puis, ce qui manquait aussi, c'était le métal, hein. C'était vraiment les deux éléments qui étaient absents cette année. Et le métal, il est en lien avec une énergie de discernement de justice, en fait. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans la transition qu'on va vivre là ces jours-ci, le feu revient en force.
Et le métal, il est là aussi, en fait. Donc, et la Terre, qui était là tout de suite à la surface, elle va plonger dans les profondeurs. Alors, on va voir ce que ça implique. Et donc, du coup, si on a à nouveau 3 éléments, ça veut dire qu'à nouveau, il en manque 2. Les éléments, les grands absents de cette année, eh bien, c'est l'eau, qui n'est pas là du tout. L'eau, c'est en particulier l'écoute, la communication, alors le discours, donc ça va peut-être pas nous manquer, mais en tout cas, l'écoute risque d'être un petit peu absente. Et le bois, alors le bois, on ne peut pas vraiment dire qu'il est absent parce que c'est le serpent de bois yin, mais en tout cas, on va y revenir, il n'est pas vraiment solide. Et ce bois, il est en lien avec une idée de bienveillance, de générosité, d'émotion, les idées nouvelles, etc. Alors, du coup, quels vont être les impacts du serpent de bois? Donc, ce serpent. Alors, j'ai trouvé cette image assez représentative, finalement, de ce qui nous attend. Alors, on laisse de côté la vision qu'on peut avoir symboliquement du serpent dans un contexte religieux, parce que on n'est pas du tout dans cette vibration-là, en tout cas, dans la pensée chinoise. Alors, ce serpent, est-ce qu'il a l'air sympathique? Pas forcément. Est-ce qu'il a l'air dangereux? Ben oui, un peu quand même. Mais en fait, dans l'idée du serpent, il y a l'idée qu'il va être dangereux si et seulement si on lui marche dessus ou si on fait gaffe, si on ne fait pas attention où on met les doigts, en fait. Donc, on va revenir déjà sur cette notion de vigilance, c'est-à-dire qu'il ne va pas être dangereux si on regarde où on met les pieds, en fait. Et ça, c'est vraiment une clé cette année. Ensuite, on le sent tendu, attentif à ce qui arrive, et puis il est prêt à bondir. Il y a vraiment cette idée de fulgurance, comme un ressort prêt à se détendre, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver cette année. Alors, si je développe, alors la première chose qu'on va percevoir dans le serpent, c'est son dynamisme. Le serpent, il fait partie d'une série de 4 animaux qui ont en commun d'être des animaux qui inaugurent des nouvelles saisons. Donc le serpent, c'est vraiment l'animal qui inaugure l'été. Et donc, ils correspondent à des moments yang, c'est-à-dire des moments vraiment actifs. Et ils sont plus que les autres turbulents, agiles. Il y a vraiment cette idée de quelque chose de dynamique qui est important. Donc, ils correspondent aussi à quelque chose qui s'appelle le cheval de poste. Donc, c'est vraiment des moments où les gens, on peut avoir de la bougeotte, en fait. On peut avoir un petit peu des fourmis dans les pattes. Donc, on peut s'attendre à de la mobilité professionnelle, à des déménagements, à des changements de métier en particulier, en tout cas des repositionnements, des changements de posture. Voilà. Donc, c'est vraiment un moment de fluidité, de changement de case, de repositionnement qui nous attend. Alors, ce sont des animaux de nature yang, donc qui correspondent à une énergie de conquête de nouveaux territoires. Et on se rappelle, par exemple, pour faire un lien, alors je ne suis pas en train de dire qu'il va se passer la même chose qu'en 2022, mais le dernier animal de ce type-là, c'était le tigre, en 2022. Et on se rappelle que l'année a commencé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc ça donne un petit peu une illustration de ce que sont capables de provoquer ces moments-là. Alors, si on parle maintenant du bois, donc serpent de bois yin, donc le bois, il est en lien avec une énergie d'innovation, de créativité, de souplesse, de bienveillance, de générosité, d'empathie, de sensibilité aux émotions, de croissance soutenable, donc l'idée d'un fonctionnement plus en lien avec le vivant et l'humain, plus respectueux de l'environnement. Alors ce bois, il est présent, mais il est en surface et il n'est pas du tout enraciné au sens où il n'y a pas de bois en dessous en fait. Je vais revenir dessus. Donc il y a un risque d'illusion. Alors ce bois yin, le bois yin, la différence du bois yang, c'est qu'il est plus diplomate, il est souple, il est compréhensif. Donc il y a vraiment cette idée d'adaptation et de quelque chose de diplomate. Mais comme cette énergie n'est pas enracinée, eh bien, le risque qu'il n'y ait qu'une forme d'illusion
de diplomatie, en fait. Donc, on va évidemment surveiller de près ce qui se passe sur des tentatives de négociation qui pourraient avoir lieu sur l'Ukraine, Gaza, etc. L'idée, c'est que ce bois, il va pouvoir s'enraciner dans les premiers mois de l'année, dans lequel il va trouver du bois plus costaud, mais passer le printemps, en fait, ça risque de pas perdurer, en fait. Donc, ce serpent de bois, en fait, c'est un petit peu l'idée d'une main de fer dans un gant de velours, hein. Donc, le gant de velours, c'est le bois en surface. Et maintenant, on va regarder d'un peu plus près ce qui va se passer dans le serpent, c'est-à-dire la main de fer. Alors, ce bois, je l'ai dit, il est en surface, il nourrit le feu qui est juste en dessous. En fait, c'est un petit peu l'idée d'alimenter en combustible cette énergie du feu qui est, elle, pour le coup, vraiment, vraiment solide. Donc, alors ce feu, il va pouvoir couver quelques mois, mais par contre, dès qu'on va rentrer dans les mois d'été, et là, ça va commencer au mois de mai, il y a un vrai risque d'embrasement, en fait, hein, en particulier. Alors, l'embrasement, il peut prendre deux formes. Ça peut être des risques d'incendie au sens propre, hein. Donc, l'idée, c'est vigilance, hein. Si vous avez un terrain en zone délicate, en zone à risque, vraiment surveillez vos broussailles parce que ça peut partir. Et puis c'est aussi au niveau mental, hein, ça je vais y revenir. Alors, si on regarde maintenant d'un peu plus près ce qui est dans le serpent, sa texture énergétique en fait. Alors, dans l'ordre, le serpent, c'est d'abord du feu yang, ensuite du métal yang et ensuite du terre yang, hein, quand on va de la surface vers la profondeur. Donc déjà, ce qu'on constate, c'est que ce sont uniquement des éléments yang. Alors yang, c'est pas fort par opposition à yin qui serait faible. Dans yang, il y a vraiment le côté un peu, moi je dis souvent brut de décoffrage, hein, il y a un côté plus sauvage, plus direct. C'est vraiment une énergie de conquête, un peu bourrée de testostérone, hein, potentiellement guerrière, hein, en tout cas, enfin, potentiellement, alors plus que guerrière, agressive, qui peut chercher la bataille, le conflit. Bon, là, on a des interviews assez intéressantes de Mark Zuckerberg récemment, hein, qui fait l'éloge des valeurs masculinistes dans la culture d'entreprise, ce qui est quand même un peu à contre-emploi. Mais bon, donc il y a des choses, on sent bien qu'il y a des choses qui se passent, hein, sur cette culture-là. Alors, le risque, hein, c'est un petit peu l'arrogance, hein, en tout cas l'excès de yang, ça peut tourner à l'arrogance, hein. Bon, on pense évidemment aux propos de Trump sur le Groenland, le Canada, etc., hein, ou les ingérences, hein, d'Elon Musk sur des processus démocratiques en cours, hein. Ça, on y reviendra aussi. Donc là, déjà, ce feu yang, on peut dire que cette année du serpent est une bonne année pour voir arriver des leaders, potentiellement un peu despotiques, hein, donc ça, les voir arriver ou les voir s'installer, en fait. Deuxième point, dans le serpent, on a vraiment une dynamique de tension qui est vraiment au cœur de l'animal, hein, ce qui donne cette sensation d'un ressort prêt à se détendre, en fait, hein. Alors, l'idée, c'est qu'on a cette terre, hein, qui est en dessous. Mais là, la Terre, en fait, elle freine pas le mouvement, hein, comme on avait là dépassé dans le dragon. On est plutôt dans l'idée de nourrir ce métal qui est juste au-dessus. Donc, on a un mouvement qui part comme ça et qui rencontre cette énergie du feu. Et là, on a vraiment une tension. Enfin, c'est un jeu de contrôle, hein. Le contrôle, c'est toujours un petit peu conflictuel, en fait, hein. Donc la Terre, là, elle ne sert pas à temporiser, elle nourrit cette tension. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la Terre? Ben, c'est des notions de territoire, de frontières, de nationalisme et de nostalgie aussi, hein. On va retrouver aussi cette émotion-là. Donc l'idée, c'est que cette année, on peut vraiment s'attendre à tout et surtout à beaucoup d'imprévus, hein. Donc l'inattendu, donc je vais revenir là-dessus, il faut être prêt à s'adapter, on va dire. Alors, si on regarde maintenant les éléments, les uns, on va les prendre dans l'ordre. Le feu, je le disais, c'est une énergie de clarté, de lucidité, de clarification.
Donc, on peut se dire qu'enfin est venu le moment de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Hein. Donc, on peut le voir à plusieurs niveaux. Alors, attention, c'est du yang, je le disais, donc ça ne prend pas vraiment de pincettes, ça peut être brutal, hein, donc ça ne prend pas de gants. Donc, on n'est pas encore du tout dans cet avènement d'une période de sagesse. Hein, donc, là, on parle de l'ère du Verseau ou de connexion, où les événements se passent en douceur. Hein, donc, ça, c'est pas pour cette année, en tout cas. Alors, c'est aussi une année, le feu, qui invite à rayonner, à mettre en lumière ses talents propres, hein, donc en lien avec la visibilité, le charisme, la séduction. Donc ça va être aussi un point de vigilance, hein, j'y reviendrai. J'avais insisté quand j'avais fait une conférence il y a quelques mois sur la transition entre la période terre et la période feu, sur le fait qu'on revenait à l'importance de l'individu et du rayonnement individuel, en contraste avec une période terre qui, elle, parlait beaucoup plus du collectif, en fait. Hein. D'ailleurs, on le voit avec l'avènement d'individus charismatiques, hein, donc Milei, Elon Musk, ou le nouveau leader là en Syrie qui a chassé Bachar el-Assad. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec tout ce qui se passe là, hein, mais par contre, voilà, je voudrais déjà petit à petit planter le décor justement des dangers que ça peut porter, effectivement. Donc, alors, si je reviens sur le rayonnement, on peut se dire que le fait que la Terre qui faisait couvercle redescende dans les profondeurs, il y a un peu l'idée que ce qui nous empêchait, c'est un peu le phénomène de Cendrillon, hein, la cendre qui nous empêchait de rayonner, s'en va. Hein, donc, on est vraiment dans l'idée de commencer à s'approprier son rayonnement personnel. Hein. C'est aussi une année pour clarifier les situations, les non-dits, les malentendus. Clarification, c'est aussi un des mots-clés, hein, cette année. Donc la notion de visibilité donnée à voir, hein, donc ça peut être aussi une bonne année pour des gens qui sont graphistes ou webmasters ou ce genre de choses. Hein. On est aussi dans quelque chose qui a à voir avec l'énergie. Donc l'énergie, c'est dans tous les sens du terme, hein, à la fois que ce soit les soins énergétiques ou l'énergie au sens industriel, hein, politique énergétique. Ça nous parle aussi de joie, éventuellement qui peut aller jusqu'à de l'euphorie, hein, comme on peut le voir dans certaines zones en ce moment. Et puis globalement la vitalité. Hein, un des mots-clés aussi cette année, ce sera de clarifier sa vision avec un grand V. Hein, c'est la vision, là ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qui est essentiel pour soi, quel est le monde qu'on souhaite voir advenir. Hein, donc la question du sens, elle va vraiment être posée de façon notable, hein, cette année. Et je parlais tout à l'heure de mobilité professionnelle. Hein. Il est certain que la question du sens dans les entreprises, elle va être très importante en cette année. Hein, la quête de sens, la perte de sens, etc. Alors, dans une année d'incertitude et d'imprévu, ce qui va être important, c'est de bien garder son cap, l'étoile polaire, hein, c'est vraiment l'horizon qu'on poursuit, et puis de s'adapter. Hein, donc, on va devoir cheminer en s'adaptant aux imprévus sans perdre de vue l'essentiel, parce que des imprévus, il va y en avoir. Hein, donc ça, c'est notable aussi. Donc conseil de vigilance, hein, alors attention à ne pas se faire berner, hein, c'est-à-dire que le feu peut être aussi, je le disais, la séduction, le charisme, et donc un petit peu les effets de séduction. Il y a un petit peu c'est un peu l'image du papillon qui vient se faire griller sur une lampe, hein, ou du lapin aveuglé par les phares. Donc attention aux miroirs, aux alouettes. Hein. Donc il va falloir vraiment faire preuve de sens critique et je vais beaucoup insister là-dessus. Donc pas se faire berner par des discours flatteurs ou simplificateurs. Hein. Donc l'idée, ça va être plutôt d'essayer de se brancher en mode rationnel, hein, éclairer la complexité des choses plutôt que d'essayer de les simplifier de façon abusive. Hein.
Donc, au niveau individuel, c'est aussi être lucide sur les relations. Par exemple, prendre conscience de trahison, par exemple, ou sur ses capacités. Donc, c'est aussi là que va être la lucidité. Voilà. Donc, on est, comme c'est du feu yang, on va vraiment être dans une énergie de conquête, d'expansion. L'idée, c'est que chacun va pousser ses pions sans transiger, sans vraiment s'ouvrir au point de vue de l'autre. Parce que, donc, je le disais, il manque d'eau. Donc, il faudrait de l'eau pour arriver à s'entendre un petit peu. Donc, soit on va arriver à piocher dans son eau personnelle pour essayer de compenser, mais ça va demander un effort, en tout cas. Donc, on va être dans donc, les positions vont être tenues un petit peu coûte que coûte. Donc, alors, on verra tout à l'heure que ça peut changer sur les derniers mois de l'année. On va retrouver l'impérialisme et le risque, c'est d'aller. Alors, l'impérialisme, donc on reviendra tout à l'heure sur le risque de conflit. C'est clair que dans un contexte de conquête, en tout cas de volonté de conquête et d'enjeux géopolitiques sur l'énergie, il y a quand même effectivement de quoi se poser quelques questions. Le risque d'arrogance aussi, avec tout ce yang, et là, c'est un petit peu l'image de la chute d'Icare, c'est-à-dire qu'en voulant aller trop près du feu et du soleil, le risque, c'est l'hubris, et puis que ça se termine mal, en fait. Donc, voilà pour le feu. Le métal, maintenant. Alors, le métal, il est en lien avec une notion de justice, d'équité. Alors, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en 65, on va retrouver pas mal des marches citoyennes ou des textes de loi qui visaient à rééquilibrer un petit peu les pouvoirs. Par exemple, en France, on a en 65, il y a une loi qui a été votée qui sort les femmes de leur incapacité juridique. C'est-à-dire que depuis, c'est la loi qui leur permet d'ouvrir un compte en banque personnel et de travailler sans avoir l'assentiment de leur mari. Donc ça, c'était il y a 60 ans. Donc ça donne un petit peu une teinture. C'est l'idée aussi le métal de rectitude. Donc c'est la question de l'alignement, donc la cohérence qu'on a entre nos valeurs, nos actes. Alors ce métal, il peut être blessant si on n'est pas aligné. Donc là, il peut y avoir un risque de ce qu'on pourrait appeler la rectification. C'est-à-dire que si on n'est pas dans quelque chose qui est juste, on peut passer par d'une épreuve, chose plus ou moins sympathique. Le métal, il est aussi en lien avec la notion de sobriété. Donc, il est en lien avec la notion de concentration sur l'essentiel, focus sur l'essentiel que nous a permis de voir le feu. La notion de prise de décision, la notion de rationalité, de faits avérés, de faits scientifiques, objectivés, mesurés. Donc ça, on y reviendra aussi plus tard. Donc le fait de passer par une notion de coût, c'est-à-dire que quand vous voulez par exemple prendre des décisions, il va falloir indiquer ok, qu'est-ce que ça coûte en réalité. Et ça va être aussi, je pense qu'une des thématiques cette année, ça va être les données, les algorithmes, donc les données numériques en particulier. Donc j'y reviendrai aussi. Donc, les conseils cette année, c'est donc ce métal, il nous invite à faire le tri de tout ce qui ne sert pas votre vision, vos objectifs. Donc, l'idée aussi, c'est d'être vigilant sur les faits, donc pratiquer le fact-checking, faites attention à ce que vous consommez comme information. Donc, vous avez peut-être vu que Meta, Facebook, etc., va donc à supprimer des partenariats avec des fact-checkers. Donc, ça va être à nous de compenser avec plus de vigilance, en fait. Attention aux détails aussi, donc les petites lignes dans les contrats, il faut être vigilant vraiment, y compris sur le détail. Donc, voilà pour le métal. La Terre, donc, alors plus rapidement, on l'a dit, elle plonge dans les profondeurs. Elle fait plus couvercle comme elle pouvait le faire en 2024.
Alors, la Terre, donc elle stabilise, mais donc elle est en lien avec des notions de territoire, de frontières, de nation, de ce qui fait nation. Elle est aussi en lien avec le collectif et elle est en lien avec une émotion particulière qui est la nostalgie. Et donc là, la nostalgie peut être un ressort important de manipulation cette année. Et comme elle renforce le métal, on l'a dit, elle contribue à cette tension qui est à l'intérieur du serpent. Donc c'est cette tension maintenant, cette torsion interne que j'aimerais évoquer un peu plus. Qu'est-ce qu'elle peut induire, cette tension? Alors, je ne reviens pas, on a donc deux tensions deux forces qui se rencontrent et qui coincent ici, au niveau où j'ai mis un petit éclair. Donc, c'est ce qui fait que le côté incertain, tendu, instable, le côté complexe de cette année, il vient de là. Donc, on peut s'attendre à des imprévus, je le disais. Alors, ce feu qui cherche à contrôler le métal, ça peut vouloir dire quoi? Déjà, ça peut être des tentatives de manipuler la justice. Alors, quand je dis par qui, c'est par les leaders. Donc, l'idée de façonner un système judiciaire à sa main pour faire passer un certain nombre de choses. Ça peut être aussi l'idée de laisser de côté la justice sociale pour justement, par exemple, augmenter le pouvoir de ses proches. Donc, ça peut être ça, tout simplement. Ça peut être aussi un leadership qui cherche à manipuler les données, les faits, en particulier des faits scientifiques ou des affaires judiciaires, pour revenir là-dessus. Donc, ça peut être une recherche de manipulation. Et alors, je pose tout de suite le terme de guerre hybride, c'est-à-dire que on est déjà en fait dans cette situation-là où les données sont un enjeu majeur. La cybersécurité est un enjeu majeur, la manipulation des algorithmes, des réseaux sociaux, etc. Alors, il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis ces derniers jours. On parle beaucoup en particulier au sujet de X, le réseau d'Elon Musk. Et il y a vraiment ça pose vraiment une question majeure la question, c'est est-ce que les démocraties sont en danger avec des tentatives de manipulation par l'image. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on est capable d'inventer, de créer des images de toutes pièces, de créer des vidéos de toutes pièces, de créer des enregistrements audio. Donc avec ça, on peut tout à fait faire changer des populations, influer sur l'opinion des populations. On l'a vu par exemple en Roumanie au mois de décembre. Donc on a quand même vraiment un vrai questionnement à avoir. Donc attention aussi à l'art du leurre. Donc l'art du leurre, c'est l'art de la guerre à la mode Sun Tzu, mais donc on risque. L'idée, alors là, l'art du leurre, c'est quoi? C'est par exemple, si on reprend dans la Chine ancienne, c'est le poignard qu'on cache dans la manche de la robe en soie et qu'on sort au dernier moment, ou c'est les épées où on fait tournoyer des pompons rouges pour focaliser l'attention de l'ennemi, alors que pendant ce temps-là, il ne regarde pas la lame. Donc le leurre, il y a vraiment l'idée on peut nous focaliser notre attention sur des choses, pendant ce temps-là, on fait passer d'autres choses un petit peu plus à couvert. Donc il va falloir être vigilant là-dessus. Donc c'est vraiment attention à ce sur quoi votre attention se focalise, l'essentiel n'est pas forcément là. Alors, c'est le feu qui contrôle le métal, mais le métal, lui, il va réagir, il ne va pas forcément se laisser faire. Donc il peut y avoir des réactions, des manifestations, des soulèvements. En tout cas, il y a 60 ans, il y avait eu pas mal de mouvements sociaux. L'idée étant de récupérer plus de justice, en fait, plus d'équité. Donc, les leaders ne vont pas pouvoir longtemps déployer une vision qui ne tient pas compte d'un minimum de justice sociale.
Alors, déjà quelques conseils. Alors, dans une période d'incertitude, de complexité, d'instabilité, comment nous, est-ce qu'on peut se positionner? La première chose, c'est que c'est une année où il va falloir être au top de sa forme, veiller à votre vitalité. Donc, ça passe par le fait de se prendre moins la tête et de mettre un peu plus le corps en mouvement. Donc, il faut vraiment être moins dans le mental et être un petit peu plus dans une énergie corporelle pour faire redescendre la tension, en fait. Donc, vous serez d'autant plus pertinent dans vos réactions que vous serez ancré. Donc, l'ancrage, c'est vraiment la condition de la vigilance et donc de l'adaptation aux imprévus qui va y avoir lieu. Autre chose, je l'ai dit, il va y avoir de l'incertitude, donc c'est pas la peine d'essayer de définir des objectifs SMART, comme on a l'habitude de faire, avec des échéances, plan d'action précis. Planification tatillonne, cette année, c'est pas l'enjeu. Il vaut mieux passer du temps à clarifier les buts, la vision, et rester souple sur les étapes en essayant de naviguer au mieux des événements. C'est un petit peu l'image de ces carpes qui suivent le mouvement le courant, en fait. Donc, c'est vraiment l'idée d'apprendre à repérer des opportunités dans les imprévus. Ça, je vais revenir juste après. Cultiver notre capacité à rebondir, à nous adapter. Donc, nager dans l'incertitude. Et je reviens sur clarifier ce qui est essentiel pour soi. Alors, l'idée, dans un monde instable, ce serait d'essayer d'appliquer ce que les Chinois savent très bien faire. Donc, il y a l'idéogramme qui dit crise. En fait, il y a deux parties. Il y a cette idée ici de passe difficile, et puis l'idée plutôt de ce côté-là, mécanisme efficient, ressort, moyen ingénieux, stratagème, occasion imprévue, opportunité. Donc, il y a vraiment dans cet idéogramme l'idée qu'une crise, ok, c'est pas forcément marrant, c'est pas forcément ça qu'on aurait voulu faire, mais en tout cas, il peut y avoir une opportunité. Donc l'idée, c'est une question de tournure d'esprit, on dirait de mindset en entreprise, en coaching, de tout de suite chercher l'opportunité qui peut se nicher dans la situation. Donc ça, c'est vraiment ceux qui vont gagner cette année, c'est ceux qui arrivent à faire ça, en fait. Donc, trouver le courant porteur. Alors, je parlais du terme de vigilance. Alors, si on revient là-dessus, sur quel point particulièrement? Alors, il y a la question des données. Les données, c'est feu et métal, donc la protection des données, cybersécurité, etc. Et moi, je voudrais vraiment insister sur les données biométriques. Alors, c'est l'ADN et puis les photos de l'iris. Donc, je parlais de l'art du leurre sous un aspect récréatif, esthétique. On vous fait faire des tests ADN pour savoir d'où vous venez. On vous fait transformer une photo de votre iris en joli tableau. La question, c'est ces données, qu'est-ce qu'elles deviennent? Comment elles sont gérées? Par qui sont-elles exploitées? Par qui éventuellement peuvent-elles être piratées? Parce que ce sont des données qui peuvent tout à fait servir à une usurpation d'identité. Donc il y a vraiment un risque majeur sur ces données. Donc attention à ces sujets-là. Donc, alors les réseaux sociaux, donc vigilance aussi sur qui manipule les algorithmes. Et comment en fait, on les connaît jamais ces algorithmes. Donc du coup, on ne sait pas trop ce qui fait qu'on nous amène, qu'on nous présente telle ou telle donnée, tel ou tel message. Il y a vraiment à prendre conscience du fait que les informations qui nous sont présentées, que nous consommons, façonnent notre vision du monde et donc nos décisions, nos croyances, nos réactions. Donc ça va vraiment être important d'être vigilant là-dessus. Alors, en 2018, Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, il disait, donc c'était dans une interview au journal Le Monde, il disait je pense qu'on pourra bientôt pirater les êtres humains. Donc, et je pense qu'on y est en fait, largement. Donc voilà, veillons à la fiabilité des sources d'information.
Veillons aussi au groupe dont nous faisons partie, méfions-nous aussi de la dynamique de groupe et de la pression de conformité qui nous oblige, qui nous invite à faire un petit peu comme les collectifs dans lesquels nous sommes insérés. Alors, la question de la guerre, en fait, la guerre, elle est déjà là, elle a juste simplement changé de forme. Alors, quand on parle de guerre, c'est une question qu'on m'a souvent posée, est-ce qu'il va y avoir la guerre cette année ? Donc la guerre, justement, alors on peut se dire, ces tensions sur fond de raréfaction de l'énergie, parce que l'intelligence artificielle va créer aussi un gros besoin en énergie. Donc la question de l'énergie, à nouveau, elle va devenir majeure. Donc, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est je vous le disais, quand on regarde ce qui s'est passé il y a 60 ans, en 1965, donc la dernière année du serpent de bois, elle correspond au début de la guerre du Vietnam. Donc, puis il y avait aussi en 65 une guerre entre l'Inde et le Pakistan, l'invasion de la République dominicaine par les États-Unis, une bataille navale entre Taïwan et la Chine populaire déjà. Donc là, c'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé il y a 60 ans, on peut se dire il y a quand même, on peut avoir du souci, à se faire. La question, c'est de quelle guerre on parle. Évidemment, ça ne va pas être une guerre mondiale, ça ne va pas être une guerre nucléaire. En tout cas, ce n'est pas forcément le plus probable. Donc, une guerre entre qui et qui, pour ou contre quoi, pour ou contre qui. C'est ça les questions qu'il va falloir se poser. Alors, est-ce que c'est entre des personnes? Alors, on peut penser, donc, énergie très yang, je le disais, donc un peu guerrière ou agressive. Donc, on peut penser qu'il va y avoir plus de conflits interpersonnels cette année. Donc, une agressivité qui peut déboucher sur de la violence dans un cadre familial. On peut penser aussi à la violence routière, etc. Est-ce que c'est entre des pays? Alors, ça peut être aussi entre des catégories de personnes. On parle par exemple de polarisation croissante entre des femmes de plus en plus féministes et des hommes de plus en plus masculinistes. Donc, ça, c'est un article qu'il y avait il n'y a pas très longtemps dans la presse. Alors, ça peut être entre des pays, certes, mais la guerre, ce n'est pas forcément militaire ou nucléaire, ça peut aussi être commercial, économique. On voit une bonne approche du côté des États-Unis en ce moment. Ça peut être entre des systèmes, par exemple, je le disais, entre la démocratie et des oligarchies. Je ne reviens pas là-dessus. Pour moi, clairement, la démocratie est clairement menacée par les algorithmes en particulier. Ça peut être aussi des tensions entre plusieurs parties de soi, par exemple celle qui aspire à s'accomplir et celle qui veut rester loyale à une promesse faite à des parents, à telle valeur, ou tout simplement la nécessité de remplir le frigo, tout simplement. Conflit entre des injonctions, conflit entre des émotions. Donc ça peut être assez fort, effectivement. Donc, ça pose la question de l'alignement, de la cohérence interne, dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être entre les humains et la nature, donc avec cette notion de sobriété, les questions de pollution, de gestion des ressources, de biodiversité, de changement climatique, etc. La question, en fait, donc on va tous subir un petit peu cet accroissement d'une forme d'agressivité. La vraie question, c'est au service de quoi est-ce qu'on va le mettre. Donc, essayons de trouver des causes qui nous sont chères, qu'on a envie de défendre, en fait. En 65, il y a eu pas mal de manifestations pour des droits civiques, soit des droits des populations afro-américaines aux États-Unis, en Australie pour la cause des aborigènes. Donc, c'est une bonne année pour se poser la question de quelles sont les causes auxquelles je tiens. On revient sur c'est quoi mon essentiel et comment je m'engage cette année et peut-être même au-delà pour cette cause-là. Alors, une chose qui me semble vraiment importante à préciser, c'est que la lumière cette année, donc le feu est plus puissant, la lumière cette année va être plus puissante, et donc les ombres vont être aussi plus marquées. Donc, c'est ombre et lumière, ça va de pair. Donc, l'idée cette année, je pense que c'est une super année et c'est un vrai... s'il y a vraiment pour moi une opportunité présentée par cette année, c'est celle-là. C'est de nous aider à repérer les zones d'ombre pour
parce que c'est la première question, c'est la première condition pour arriver à travailler dessus et s'améliorer en fait, hein, et avoir une action éclairée. Alors, les zones d'ombre, certes, mais lesquelles? Alors, la première chose, c'est... Alors déjà, il y a celle de nos lieux de vie, hein, donc sur un niveau tout à fait prosaïque, hein, essayons de réfléchir à mon bureau, est-ce qu'il est bien éclairé, est-ce que mon escalier est bien éclairé, parce que ça peut être sinon un risque de chute, hein, ou de perte de vitalité, en tout cas. Bon, maintenant, d'un point de vue plus développement personnel, hein, ça peut être notre part d'ombre à nous. Ça peut être aussi celle de nos interlocuteurs, de nos collectifs, de nos sociétés. Et puis, ça peut être aussi la zone d'ombre, hein, les zones d'ombre des personnes qui sont censées nous éclairer, que ce soit nos leaders, que ce soit les guides spirituels. Donc, toutes ces personnes, bah, ce sont des humains, hein, et ils ont donc des zones d'ombre. Donc, le sujet, c'est d'être surtout pas naïf par rapport à ça. Alors, maintenant, si on regarde, je surveille l'heure un peu quand même, voilà. On n'est pas mauvais, me semble-t-il, dans le timing. Donc, si on regarde un petit peu comment ça va se répartir dans l'année, hein, est-ce qu'il va y avoir des moments un petit peu particuliers. Donc là, on a ici, je vous ai mis les différents mois qu'il va y avoir donc cette année. Alors, nous sommes ici, hein, la flèche, on est vraiment... on va démarrer là ces jours-ci par donc le mois du tigre de terre, hein, tigre de terre yang. Je vous annonçais tout à l'heure une transition assez ramassée, contrastée, hein, alors je dirais pas brutale parce que c'est en tout cas plus condensé et notable. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on va passer de la juxtaposition de deux animaux terres, parce que nous quittons l'année du dragon de bois, mais nous sommes aussi dans le mois du bœuf de feu. Donc un bœuf et un dragon, ça fait quand même beaucoup de terre, donc c'est vraiment plomb-plomb, hein, on peut dire ça. Et on va tout d'un coup se retrouver avec deux animaux un peu agités ou turbulents, hein, c'est le mot que j'avais employé tout à l'heure, un nez du serpent, premier animal un petit peu turbulent, et le mois du tigre. Donc là, le contraste, il va être bien marqué. Donc préparez-vous, ça va démarrer d'un coup. Ensuite, je le disais, on va commencer par 3 mois où il y a du bois, donc il va permettre éventuellement d'enraciner ce bois qui est uniquement en surface, hein. Passer le mois du dragon, faudra attendre, on va dire, la prochaine arrivée du bois. Donc s'il y a un moment dans l'année où on peut démarrer des projets nouveaux, etc., c'est ce moment-là. Sinon, il faut vraiment... l'année va plutôt être favorable au fait de rendre visible quelque chose qui a déjà été préparé dans le passé. C'est pas forcément le moment pour sortir des nouveaux projets, en fait. On va avoir un mois de mai, alors c'est toujours un petit peu décalé, hein, je vous l'ai mis là. Le mois de mai va probablement correspondre à une période un petit peu d'instabilité. Alors, il va se passer deux choses. La première chose, c'est qu'il y a un dicton qui dit il ne peut pas y avoir deux serpents dans le même nid. Alors, pourquoi? Parce que, on l'a vu, hein, le serpent, c'est un animal yang, hein, qui correspond à une énergie de leadership. Donc, d'avoir deux chefs dans le même nid, ça peut être problématique, hein, donc ça peut tirailler encore plus. Et l'autre chose, c'est qu'on a cette tension entre le métal, hein, qui vient, parce que c'est un serpent de métal, et donc ce métal, il vient bousculer un petit peu, tirailler avec le bois de l'année. Donc là, c'est pareil, ça va être un peu instable. Donc c'est pas le moment de lancer un nouveau projet de création d'entreprise, hein, par exemple. Alors, je suis passée un peu vite sur le dragon. Le dragon, il nous amène l'eau et le bois, donc il nous amène les deux éléments qui ne sont pas présents dans l'année. Donc potentiellement, ce mois d'avril, mois du dragon, il peut être tout à fait fertile, hein, donc il peut être tout à fait intéressant.
Ensuite, après le mois de mai, on a juin, juillet, donc les mois feu. Donc là, il y a un risque d'excès de feu, avec le risque d'incendie en particulier dont je parlais tout à l'heure, mais aussi le risque de surchauffe mentale. Hein. Donc attention à laisser le mental un petit peu au repos. Voilà, donc pas s'exposer trop aux grandes chaleurs s'il y en a et de pas être dans une surchauffe intellectuelle non plus. Ensuite, nous arrivons au singe. Alors, le singe et le serpent, ils s'entendent très bien. Alors, ils s'entendent même tellement bien qu'ils partent en vacances ensemble, et que finalement, il n'y a plus grand-chose qui bouge. Hein. Donc c'est un mois, le mois d'août, hein, qui correspond au mois du singe, dans lequel l'énergie du feu, l'énergie qui est dans le serpent, elle va être un petit peu aux abonnés absents, elle va être moins disponible. Hein. Donc ça risque d'être un mois plus tranquille, hein, donc ça tombe bien parce que c'est souvent les vacances. Alors ensuite, donc on arrive, le coq et le chien, donc là on est plutôt sur l'arrivée d'un métal vraiment très fort également, et le cochon, donc le mois de novembre. Alors, le cochon, alors c'est intéressant le mois du cochon parce qu'il nous amène de l'eau et du bois qui sont, donc je le disais à l'instant, les deux éléments qui manquent dans le serpent. Donc on pourrait se dire, il y a vraiment un enjeu de fertilité intéressant. Le seul problème, c'est que ces deux animaux qui s'entendent pas très bien. Déjà parce qu'ils sont yang tous les deux. Donc on retrouve notre histoire un petit peu de leadership. Et ils sont, enfin ce qu'on appelle un clash. Donc ils ont du mal, ils s'entendent pas. Ça tiraille, c'est instable, ils ont du mal à s'entendre, ils ont du mal à communiquer. Alors, c'est un peu dommage parce que c'est ce mois-là qu'a lieu la COP 30. Hein, donc, on peut penser que c'est à nouveau une COP pour, on va dire, pas déboucher sur des choses concrètes. Alors, sur la COP, on n'y peut pas grand-chose, mais en tout cas, l'idée, c'est, vous, à titre individuel, hein, le problème posé par la relation du serpent et du cochon, ils sont pas destinés à se faire la guerre. C'est juste qu'ils ont du mal à se comprendre hein, parce qu'ils sont étrangers l'un à l'autre. Mais si on se dit, OK, je comprends pas tout, mais je fais l'effort d'essayer de comprendre sa vision des choses. Donc, si on fait l'effort d'aller un petit peu sur le territoire de l'autre, en réalité, ça devient extrêmement fertile puisqu'on a de l'eau et du bois. On a les 5 éléments, en fait. Donc l'idée, c'est aussi à ça que ça sert d'avoir ce travail de décodage, hein, pour se dire, bon, OK, là, c'est pas naturel, mais je fais des efforts. Le mois de décembre et le mois du bœuf hein, donc nous amène l'eau. Donc là, effectivement, sur la fin de l'année, on pourra avoir un petit peu d'eau, donc ça va nous faire du bien aussi. Alors, pour finir, je vais juste faire un petit point sur quels sont les animaux impactés cette année. Alors, l'idée, déjà, pour préciser de quoi ça parle. En fait, dans chaque thème, donc ici, on a un exemple de thème, donc 4 piliers parce que 4 colonnes, hein, tout simplement. Et donc, en fait, dans chaque colonne, on a un animal, ce qui fait que nous avons tous 4 animaux dans chaque thème, dans chacun de nos thèmes, plus un certain nombre de choses qui se passent dans le temporel. Donc, quand dans ce qui va venir, là, je vais juste parler des animaux qui sont impactés, mais quel que soit l'endroit dans lequel, où ils sont dans le thème. Hein. Donc après, évidemment, ça va moduler, mais de toute façon, pour bien comprendre l'impact du temporel, c'est bien de faire sa trame énergétique avec un expert. Et pas s'arrêter à des principes généraux qui sont ceux que je peux vous donner là. Alors, il y a une première catégorie d'animaux qui sont impactés cette année, c'est
le serpent, le cheval et la chèvre. Donc, parce que ce sont les animaux qui correspondent à la saison de l'été, donc c'est la force plein pot du feu. Donc, alors, si vous avez beaucoup de ces animaux ou plusieurs de ces animaux dans votre trame énergétique, le risque, hein, c'est l'excès de feu. Alors l'excès de feu, donc ça peut provoquer donc une perte de lucidité. Hein, ça peut paraître paradoxal puisque justement on peut se dire le feu il apporte clairvoyance et lucidité, mais quand il est trop massif, il prend trop de place. Il y a au contraire un risque de surchauffe, et le risque de surchauffe, alors ça c'est un peu de la médecine traditionnelle chinoise. Il y a le risque justement de l'esprit qui décolle et qui n'arrive plus à gérer les émotions en particulier. Et ça peut aller jusqu'à des risques d'infarctus ou d'AVC, hein, ce genre de choses. Donc, si c'est votre cas, le conseil, c'est vraiment de revenir dans le corps et d'essayer de laisser le mental un petit peu tranquille plus que d'habitude. Donc, si vous avez un serpent dans votre thème, hein, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, le dicton qui dit qu'il ne peut pas y avoir deux serpents dans le même nid, hein, avec cette idée de ça fait trop de yang, trop de feu et trop de leadership. Hein. Donc là, il peut y avoir en tout cas un risque d'agressivité accrue cette année. Donc l'idée, c'est vraiment souffler, de vous laisser pas embarquer par cette énergie potentiellement agressive. La deuxième catégorie d'animaux qui sont impactés cette année, c'est ceux de la famille du métal. Donc le serpent fait aussi partie d'une combinaison triangulaire, hein, qui inclut le coq et le bœuf. Donc là, l'idée, c'est que quand on a ces différents animaux ensemble, on a vraiment une capacité accrue de discernement, de concentration, de décision, de discernement. Hein. Donc, et le serpent, il amène une expertise nouvelle. C'est vraiment l'idée d'un démarrage, d'une nouvelle expertise en fait. Donc c'est plutôt, on va dire, potentialisant. Hein. Après, le risque de l'excès du métal, à nouveau, c'est de devenir coupant, froid, un peu agressif, un peu trop direct. Donc là, le conseil serait de mettre un petit peu de l'eau dans son vin, hein, et de prendre le temps de peser ses paroles, de dormir dessus, et puis de veiller à bien s'hydrater avant de parler. Si vous avez un singe dans votre thème, eh bien donc je le disais, le serpent et le singe, ils s'entendent très bien, mais avec un risque justement que cette énergie du singe dans votre thème, elle devienne immobile. Donc ils partent en vacances ensemble, ils passent un temps infini à discuter, et puis du coup ils en viennent à plus rien décider en fait, alors que ce sont deux animaux avec beaucoup de métal, mais ils finissent par se neutraliser. Si vous avez un cochon dans votre trame énergétique, hein, donc là, je le disais tout à l'heure, on est un petit peu sur la même idée, hein, que dans le temporel, c'est qu'ils ne se comprennent pas. Donc l'idée, c'est vraiment de se forcer un petit peu à rentrer, à élargir son champ de vision, en fait. Hein. C'est vraiment ça le sujet. Voilà. Alors, j'en arrive à la conclusion. Donc, alors, c'est une année de clarification. Clarification, c'est un premier mot-clé. Alors, l'année va être exigeante, elle ne va pas être confortable. Hein, je crois que c'est assez perceptible dans mon propos. Mais la clarification, c'est quand même très utile. Hein, donc elle est vraiment pleine de potentialités aussi à ce niveau-là. Elle est pleine d'imprévus, pleine de turbulences, je l'ai dit. Donc, à nous aussi d'apprendre à discerner les opportunités qui s'y nichent. Pour ça, une bonne hygiène de vie, un corps en bon état de marche, pour garder notre esprit, la tête froide, hein, garder la tête froide, ça va être majeur. Hein.
la question de la vigilance, en particulier sur les données personnelles, sur les informations que nous consommons, et sur le fait aussi que on peut s'illusionner sur le fait que la démocratie, c'est bon, c'est acquis, c'est un acquis de nos sociétés. Je crois que ça n'est pas le cas, en fait. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Et puis de tourner notre agressivité ou notre envie d'agir, en tout cas, sur des causes qui nous sont chères. Hein. Donc ça, je dirais que c'est un petit peu les idées clés que moi j'aimerais que vous gardiez pour cette année. Donc une année pas forcément confortable, encore une fois, mais pleine de potentialités, même si ça va être un petit peu exigeant, je vous l'accorde. Voilà, et puis je voulais vous mentionner, alors je vous le disais, hein, c'est pas une année pour démarrer un nouveau projet, mais par contre c'est une année pour rendre visible un projet qui a été mûri. Moi, c'est ce projet donc cette année, je vais éditer grâce au Lotus et l'éléphant ce livre hein, qui va paraître donc le 5 mars prochain. Donc, il s'appelle Nos lieux sont vivants, clés pratiques pour vivre en harmonie avec son chez-soi. Donc, je pense qu'on il sera accessible en précommande d'ici quelques jours maintenant. Donc voilà, je voulais simplement vous le mentionner parce que c'est ma grande. Je suis très contente de rendre visible à nouveau ce projet sur lequel je travaille déjà depuis quelques années. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais repasser, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne année du serpent de bois. Et puis, je vais relaisser la parole à Bernard pour qu'il vous présente un petit peu, déjà pour les questions, puis qu'il vous présente un petit peu ce que les maisons du voyage vous proposent. Oui, tout à fait. Merci Isabelle, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Il y a déjà de nombreux messages de remerciements. Donc, pendant que je vais vous présenter ces 3 petits exemples de voyage, vous pouvez toujours et encore poser vos questions à l'aide des petits points d'interrogation qui sont en haut à droite de votre écran. Donc, les petits voyages, vous savez que les maisons du voyage sont issues de la création, ça fera bientôt 36 ans, non, ça va faire 36 ans d'ailleurs cette année, de la Maison de la Chine. Non, je compte très mal, pardonnez-moi, c'est 2026 que nous fêterons nos 35 ans. Donc, la matrice des maisons du voyage était la Maison de la Chine. Donc, c'est notre très, très grande spécialité. Vous pouvez faire appel à notre équipe d'experts sur cette destination. Et vous avez ici 3 exemples que vous pouvez retrouver sur notre site internet, que ce soit du voyage en individuel, avec des prestations incluses pour vous faciliter le voyage, comme le grand classique des 3 joyaux, Pékin, Xi'an et Shanghai, pour terminer, ou des circuits accompagnés assez pointus. Par exemple, vous avez le très beau voyage toute la Chine qui inclut les grands sites de la Chine classique, mais aussi cette la très belle région du sud-ouest du Guangzhou, je crois, si je prononce bien, pardonnez-moi encore une fois pour l'accent, qui est la région plutôt des minorités, des campagnes qu'on aura dans le sud de la Chine. Et enfin, le Yunnan, magnifique région qui a longtemps été notre très grande spécialité, qui l'est toujours d'ailleurs, mais qui malheureusement rejoint moins les suffrages aujourd'hui des visiteurs qu'avant, ce qui est dommage parce que vous avez un très beau voyage ici de 17 jours dans cette très belle région de Chine. Vous pouvez passer voilà. Non, mais pardonnez-moi, non, restez où vous étiez. Pardon, Isabelle. C'est parce que j'ai eu beaucoup de questions qui sont arrivées en même temps sur l'écran. On a déjà Marie-Christine qui aimerait que vous expliquiez ce qu'est le mandat céleste. Alors, le mandat céleste, c'est un petit peu l'idée qu'on est tous venus faire quelque chose dans cette vie-ci. Alors, il y a un présupposé dans la pensée énergétique chinoise, c'est on est dans une succession de vies. Donc, on vient ici suite à des vies antérieures et puis pour préparer aussi des vies futures. Hein. Et l'idée, c'est que quand on arrive dans cette vie-ci, on a quelque chose à accomplir. En fait, et donc, c'est vraiment cette idée donc, c'est le ciel qui nous donne mandat pour faire telle ou telle chose. Alors, ça vient
culturellement de quelque chose qui était lié à l'empereur, hein, c'est-à-dire que dans la façon dont les dynasties se succédaient, c'était un empereur, hein, enfin en tout cas un futur empereur, là en l'occurrence, qui estimait, en tout cas qui prétendait, dirons-nous, que le ciel lui avait donné mandat pour exercer le pouvoir. Parce que en fait souvent ce qui se passait, c'est que le même ciel avait retiré son mandat à l'empereur précédent, et ça prenait quelle forme? Il y avait des guerres, des famines, des inondations, des canicules et des maladies, hein. Et là l'idée, c'est qu'il y avait un moment où la population ou d'autres groupes, d'autres tribus estimaient que voilà, ça voulait dire que le ciel était plus d'accord avec le fait que ce soit cet empereur-là en fait qui reste là. Donc c'est vraiment une notion d'accomplir ce qu'on est venu faire, hein, d'accomplir un rôle qui nous est confié par le ciel en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Merci en tout cas pour la réponse, Isabelle. Donc, nous avons notamment Isabelle qui vous remercie pour les points de vigilance pour cette nouvelle année. Nous avons Delphine qui demande au sujet du livre que vous avez présenté si on peut vous le commander avec une petite dédicace. Alors, je ne sais pas encore bien comment ça va se passer. Là, parce que moi, je ne vais pas pouvoir. Normalement, ça passe par votre libraire habituel, hein, donc est-ce que, en tout cas, je pense qu'on doit pouvoir s'arranger. En tout cas, l'idée, ce sera. Je n'ai pas encore réfléchi à la question pour tout vous dire, mais oui, bien sûr, on pourra trouver un moyen de faire ça, effectivement. Ouais. Parfait, parfait. Nous avons un anonyme qui nous demande comment connaître nos 4 animaux dans notre thème baseux, encore une fois, pardonnez-moi pour l'accent, outils spécialistes, pouvons-nous le calculer nous-mêmes? Alors, on trouve sur Internet des calculateurs en accès libre, gratuit. Alors, moi, j'invite à nouveau à la vigilance, hein, sur ces calculateurs, parce qu'il y a une question sur laquelle on n'est pas forcément tous d'accord, c'est quelle est l'heure qu'on intègre dans ces calculateurs. Et le calcul de l'heure, nous, ce qu'on utilise, c'est l'heure solaire. Et l'heure solaire, ce n'est pas l'heure légale. Donc, il peut y avoir des écarts assez conséquents. Donc, si vous rentrez pas à la bonne heure, en fait, vous risquez d'avoir un tiers de votre thème qui est faux, en fait. Donc, grande vigilance par rapport à ça. Moyennant quoi, ça peut déjà donner une première indication. Après, l'idée, c'est de demander à un professionnel, un expert, de vous faire votre trame énergétique, hein. Mais en tout cas, déjà, les calculateurs... moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent en disant « j'ai fait mon thème sur tel calculateur ». Après, voilà, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quoi en tirer. En tout cas, voilà, pour déjà débroussailler la trame énergétique, ça peut déjà être une première indication, en tout cas. Mais c'est pas, il n'y a pas d'outil très facile en accès libre, hein, pour déterminer toute sa trame énergétique sans risque de se tromper, hein. Donc voilà, il faut quand même être vigilant par rapport à ça, quoi. Merci Isabelle. Une autre conférence. Merci pour cette conférence. Une autre question, pardon. Merci pour cette conférence. Quelle image pourrions-nous donner à cette année 2025 à venir? L'an dernier était une belle montagne fertile. Cette année, quelle image donneriez-vous? Mais vous-même, qu'en pensez-vous, en fait? Alors, je sais pas, sur le chat, c'est difficile de... je dirais, c'est un petit peu l'image du diable dans la boîte, hein. Il y a un côté un peu farce et attrape. Mais vous savez, c'est ces boîtes fermées où quand on retire le loquet, pouf, il y a un petit... Oui, le diablotin qui sort. Un diablotin qui saute. Moi, je le vois un peu comme ça, hein, un ressort contenu, et puis voilà, ce côté imprévisible, hein, de qu'est-ce qui va sortir, hein.
Chacun de se faire son image, de se créer son image. Donc, et enfin, nous avons Anita qui nous dit: est-il question cette année de faire peau neuve, comme la mue du serpent? Oui, alors là, effectivement, c'est une idée que moi j'ai lue sur dans certains articles, l'idée de la mue du serpent. Alors déjà, moi je me méfierais d'être trop littéral par rapport à l'image de l'animal. Pour autant, alors faire peau neuve, on a quand même parlé de l'idée de dynamisme. Et alors, ça ne va pas forcément toucher tout le monde de la même façon, mais pour certains, il peut y avoir l'idée de je déménage à l'autre bout de la planète, je change de métier. Donc, dans ce cas-là, oui, ça peut être un petit peu l'idée de faire peau neuve. Ça ne va pas forcément toucher tout le monde de la même façon. Donc, ce n'est pas forcément aussi extrême, mais je pense qu'on va tous repositionner un certain nombre de choses. En tout cas, l'énergie de cette année, il y a une exigence de repositionner les choses et de clarifier. Et s'il n'y a rien qui se passe à un moment, ça peut être inconfortable, dirons-nous. En tout cas, je pense qu'on a plus intérêt à accompagner ce mouvement, si mouvement il y a, que d'essayer de lutter contre. Je pense que ça serait contre-productif pour le coup. Parfait. Donc, la dernière des dernières. Quelle vigilance pour la santé? Quel organe peut être en faiblesse? Alors, l'excès, je l'ai un peu dit. Alors, moi, je n'aime pas trop, j'essaye de pas trop inquiéter les gens, mais si vous avez déjà un potentiel de faiblesse concernant le cardiovasculaire, je pense que le cardiovasculaire peut être un petit peu bousculé par cet excès de feu. Donc l'excès de feu, voilà, peut créer un petit peu une surchauffe, donc tout ce qui est infarctus, AVC, ce genre de choses. Après, comme il n'y a pas d'eau dans l'année, tout le système urinaire, tout ce qui est le côté, les organes reproducteurs, les vessies, les reins, je pense que ça va être vraiment important de boire et de s'hydrater de façon tout à fait conséquente, parce qu'il peut y avoir un risque d'assèchement avec ce feu. Donc, il va falloir compenser, nourrir nos liquides, on peut dire, donc avec de l'eau de bonne qualité. Alors, c'est là où il y a quand même dans les clarifications qui nous attendent, il y a toute cette question de la pollution de l'eau, sur laquelle il y a quand même quelques informations qui sont sorties de façon récente. Donc, d'être en vigilance par rapport à l'eau dont on abreuve nos cellules, en fait. Mais sinon, les reins, c'est vraiment un organe extrêmement important dans la médecine chinoise. C'est vraiment la source de notre vitalité profonde. Donc, le fait de boire, de s'hydrater correctement, c'est vraiment majeur. Donc, je dirais que ça, c'est peut-être les deux conseils que je donnerais, en fait. Donc, attention au cardiovasculaire, attention au mental qui s'emballe de façon générale, et puis vigilance aussi sur l'hydratation, en fait. Merci beaucoup, Isabelle. Eh bien, il n'y a plus de questions. C'est très bien, on devrait envoyer tous ces conseils à de nombreux dirigeants dans le monde. Ce serait intéressant, ils devraient les prendre à la lettre. Si vous voulez bien passer la dernière. Oui. Pour présenter donc les prochains rendez-vous dans notre agenda culturel cette année. Donc, eh bien, toujours une thématique autour de l'Asie, comme vous le voyez. Nous aurons une conférence sur le ravioli, qui est un sujet très intéressant, avec un journaliste gastronomique qui a été correspondant en Géorgie et en Russie, et qui vient de sortir un bouquin, Raviolivre, qui a notamment été présenté chez François-Régis Gaudry, pour ceux qui le suivent sur France Inter. Donc voilà, ça ce sera le 11 février. Et après, nous aurons 2 images 2. Alors les images 2, ce sont des conférences qui sont animées par nos spécialistes avec de beaux diaporamas pour vous présenter les pays. Et donc là, vous en aurez un sur le Rajasthan
et également prochainement sur le Botswana. Vous pouvez toujours vous inscrire en ligne sur notre site internet. Il faut impérativement vous inscrire en ligne, vous savez, pour recevoir nos liens de connexion. Et il y aura toujours le lendemain un message qui est envoyé avec le lien du replay de la conférence. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Isabelle, à nouveau un grand merci pour cette... C'est moi qui vous remercie de votre confiance, de votre écoute. Merci à tous de votre présence. Merci à tous et puis à nouveau, très belle année du serpent à tout le monde et à bientôt. Merci, au revoir.